Bonjour et bienvenue pour ce 7e webinaire autour des thématiques de la gestion d'actifs du pôle finance innovation. Ce matin, donc, mettez de l'IA dans vos assets, sélectionnez, surperformez. Nous avons le plaisir de recevoir cinq intervenants, 3 fintech, membres du pôle, labellisés pour certaines depuis quelques années enfin, et d'autres plus récemment, qui toutes vont témoigner avec certaines de leurs clients sur leurs solutions, la façon dont elles mettent en jeu ou implémentent de l'IA dans des processus métiers ou des activités de sélection. Et donc ce matin, nous avons le plaisir de recevoir, et dans l'ordre donc d'intervention, AI for Alpha qui va interagir avec Oma Capital, donc Béatrice Guèze de AI for Alpha et Jean-Jacques Ohana, donc directeur de la gestion de Oma Capital. Puis interviendra Emmanuel Dayan, donc fondateur, porteur de la solution Sismo, qui permet de faire de la data vise et de descendre en profondeur dans des univers d'investissement, enfin dans des univers actions, mais lui en parlera bien mieux que moi. Et enfin, la solution, alors, Keith Bortolozzi et Louis de Montalembert, donc de Thread et Pléiade AM, qui vont nous dévoiler la façon dont la solution Thread, solution collaborative, permet de synthétiser, simplifier et agréger toute l'information dont a besoin un gérant pour, au fil de la thèse, donc de sa décision et son choix d'investissement, gérer de façon fluide et continue sa thèse d'investissement. Donc, nous disposons ce matin d'une heure. Je vais tout de suite passer la parole à Béatrice et Jean-Jacques qui vont vous présenter la façon dont AI for Alpha et Oma Capital collaborent en ce moment même. Béatrice, à toi la parole. Merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous. Donc, je suis Béatrice Guèze, CEO d'AI for Alpha, qui est donc une solution basée sur les dernières techniques d'IA pour aider les gérants dans leur timing d'investissement. Et de façon plus précise, notre solution consiste à résoudre des problématiques d'allocation d'actifs en s'adaptant de façon dynamique aux différentes conditions de marché. Alors, je vais partager mon écran pour que ce soit un petit peu plus visuel. Voilà, donc c'est parfait. En fait, nous sommes en quelques mots, pour expliquer donc la solution AI for Alpha, nous sommes partis d'un constat. Les gérants sont confrontés aujourd'hui à une réelle difficulté. Les informations circulent de plus en plus vite et il est impossible en tant qu'humain d'analyser l'impact de tous ces signaux sur les marchés. Cette difficulté est encore plus exacerbée dans une économie en constante évolution, comme on l'a vu donc pendant la crise du Covid, où les vérités d'hier ne sont plus vraies aujourd'hui. Donc les gérants ont besoin de s'adapter aux changements de régime qui sont de plus en plus brutaux. Nous avons donc développé un logiciel basé sur des méthodes de deep learning. L'objectif ici est d'analyser les informations de marché, comprendre leur impact sur les stratégies spécifiques des gérants afin de prendre les meilleures décisions d'investissement. Et de façon concrète, donc la solution fournit la meilleure allocation d'actifs en s'adaptant en temps réel aux évolutions de marché, avec comme objectif anticiper les changements de régime, s'adapter à l'environnement de marché pour déterminer le meilleur timing d'investissement. Donc, nous travaillons avec des banques, des sociétés de gestion et des conseillers en investissement. Donc, à titre d'exemple, nous collaborons avec la Société Générale. Suite à la crise du Covid, la Société Générale a besoin de trouver des solutions pour s'adapter aux évolutions des marchés et ils utilisent aujourd'hui notre AI for Alpha pour proposer des solutions innovantes à leurs clients. Donc, nous conseillons également meilleur placement pour les aider sur l'allocation de leur offre d'assurance vie. Et avec les sociétés de gestion, nous les aidons à améliorer leur stratégie d'investissement. Donc, l'objectif aujourd'hui est de vous montrer à travers
un exemple, une application concrète de notre solution. Nous avons collaboré avec donc Jean-Jacques Ouana, directeur des investissements chez Oma Capital. Et donc, je vais lui laisser la main pour vous présenter notre projet. Bonjour à tous. Merci au pôle Finance Innovation d'organiser cet événement. Merci à toi, Béatrice, pour ton introduction. Donc, je suis Jean-Jacques Ohana, directeur d'investissement de Oma Capital. Oma Capital, c'est une société de gestion entrepreneuriale qui a aujourd'hui à peu près environ 1 milliard d'actifs sous gestion, répartis entre plusieurs activités, notamment de la gestion obligataire et crédit au sens large, des fonds à impact et de la gestion systématique. Ça fait plusieurs années que nous sommes impliqués dans la gestion systématique et c'est dans ce cadre que nous avons fait un partenariat avec AI for Alpha. Pourquoi ce partenariat? Tout simplement parce que nous avons une expertise métier sur la gestion d'actifs, sur les signaux qui peuvent être pertinents dans la location d'actifs. Et nous voulions aujourd'hui utiliser des techniques innovantes d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine. Et nous avions besoin d'une expertise dans ce domaine, d'une expertise scientifique. Et finalement, ce projet que nous allons vous présenter, c'est une association entre une expertise métier et une expertise scientifique qui fait totalement sens, avec également un partenariat avec la banque d'investissement BNP Paribas dans la création d'un indice et la création prochaine d'un fonds d'investissement fondé sur cette méthodologie. C'est une méthode aujourd'hui qui a donné lieu à un article publié dans le site du pôle Finance Innovation. Et également, notre méthode va donner lieu à des publications académiques de recherche que nous sommes en train de préparer. Je laisse la parole à Béatrice pour vous présenter la solution et les fondements méthodologiques de notre méthode d'allocation d'actifs. Béatrice a parfaitement respecté les consignes en préparation du webinaire. Béatrice, ton micro est coupé. Merci beaucoup. Merci Vincent. Donc, le projet que nous avons développé donc avec Oma Capital consiste à développer une stratégie d'investissement sur les 6 plus gros indices actions avec une exposition globale entre 100% et moins 100%. Donc, la possibilité d'être short sans levier. L'objectif est de profiter de la tendance globalement haussière des marchés actions et de réduire les positions en cas d'anticipation de crise. Donc voilà. Donc pour cela, nous avons analysé plus de 150 données de marché. Typiquement, donc le rendement des actions, de la volatilité, les spreads de crédit, les taux d'intérêt, des données macroéconomiques, donc indice d'aversion au risque, surprise macroéconomique, données financières, évolution des matières premières et des devises, données sur la valorisation et l'évolution des chiffres d'affaires et indicateurs d'analyse technique. L'objectif initial est de sélectionner parmi toutes ces features celles qui sont les plus pertinentes et donc, notre méthode permet de filtrer et de retirer les données qui ont un plus faible pouvoir de prédiction, ainsi que les données qui sont corrélées ou redondantes entre elles. Donc, à partir de nos 150 features, nous avons réduit le champ d'analyse à environ 40 données. Puis, nous entraînons notre modèle donc, sur une période d'entraînement et validons les résultats, donc comme le voit ici sur le graphe, sur out of sample, sur une période de test glissante. Donc cette méthode qui s'appelle walk forward permet de confirmer la robustesse du modèle et valider que nos résultats out of sample sont bien cohérents. Donc chaque jour, le modèle entraîné va prédire une probabilité
de crack qu'on va calculer sur chacun des marchés actions et sur 3 horizons de temps, 15 jours, 20 jours, 25 jours. Et à partir de cette probabilité de crack, nous allons déterminer la meilleure allocation. Donc, en termes d'output, nous fournissons quotidiennement donc, à la société de gestion Oma Capital un reporting détaillé sur les résultats du modèle. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Jacques pour qu'il vous explique l'intérêt pour lui de la solution. Alors, c'est une solution qui est innovante parce que c'est la première solution d'allocation d'actifs à utiliser les approches ensemblistes d'arbres de décision. Ces approches qui ont remporté un grand succès dans les concours de machine learning sont aujourd'hui peu diffusées dans l'allocation d'actifs. Et c'est une approche qui est extrêmement intéressante pour l'investisseur parce qu'elle offre une transparence, une lisibilité et une compréhension du modèle. Parce que un des reproches qu'on a pu formuler aux approches de machine learning, c'est leur manque d'explicabilité, leur manque de transparence. Or, aujourd'hui, ce projet, c'est ça qui m'intéresse en tant que praticien, en tant qu'allocataire d'actifs, va fournir une capacité à comprendre le modèle tous les jours. Et c'est ce que nous voulons fournir à nos investisseurs. Si vous voulez, en quelque sorte, c'est la gestion moderne. Non seulement on utilise beaucoup d'indicateurs, et ça, Béatrice l'a très bien décrit, de différents ordres. On a une bonne explicabilité, évidemment, avec toutes les précautions qui s'imposent et l'humilité qui est nécessaire dans notre métier et surtout en rapport avec d'autres domaines où les données sont beaucoup plus structurées et sont beaucoup plus nombreuses. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons défendre le modèle, comprendre pourquoi il a telle et telle position. Donc, vous regardez, par exemple, dans le rapport qui a été montré par Béatrice, qu'on fournit les probabilités de crack des différents marchés. Vous voyez, là, par exemple, donc on les fournit sur différents horizons de temps. Donc, l'horizon 15 jours, qui a commencé à s'allumer sur 2 marchés récemment. C'est un mail assez récent. Et vous voyez, par contre, que sur l'ensemble des marchés, les probabilités de crack sont assez faibles, ce qui montre bien aujourd'hui qu'on a un environnement plutôt haussier, mais avec une vulnérabilité qui provient des bulles sur certains actifs que nous allons commenter plus en détail. Vous voyez qu'on fournit également l'allocation d'actifs, les variations d'allocation d'actifs. Donc aujourd'hui, le modèle, à la date présentée, le modèle est à 67% et un détail des attributions de performance quotidiennes et de là où provient la performance. Ce que je vous propose, c'est que je vais commenter avec vous les anticipations du modèle et l'explicabilité du modèle sur les probabilités. Donc déjà, avant tout, nous pouvons représenter l'allocation historique, la variation de l'allocation historique. Ici, vous avez une copie du site de AI for Alpha, qui reprend plus en détail le mail qui est envoyé à nos investisseurs. Et vous voyez que ce qui est intéressant dans l'allocation préconisée par le modèle, c'est que en out of sample, c'est-à-dire non pas en backtesting, mais en réel, le modèle a bien vu la crise de 2020, puis il a revu, puis il a pu réallouer après dans le rebond en 2020, et également le modèle a également vu un événement décisif qui était la crise et les vulnérabilités en 2018. Et vous pouvez voir dans ce graphe d'allocation, c'est en fait finalement la dynamique du modèle qui est représentée. Maintenant, on va passer en revue les explications du modèle et notamment que nous pouvons fournir à chaque date. Donc, passons en revue en date du 12 mars 2021 ce qu'il se passe, par exemple, pour le Nikkei, le marché Nikkei 225 que vous voyez à l'écran. Et bien, vous voyez que les facteurs positifs qui sont représentés en vert dominent, et ce sont des facteurs qui réduisent la probabilité de crack, et notamment le fait que vous avez des marchés qui sont bien orientés,
vous avez des surprises économiques qui sont positives, vous avez une bonne participation à la hausse de l'ensemble des marchés. Cependant, des indicateurs se sont allumés. Ce sont l'ensemble des indicateurs rouges qui, eux, expliquent une augmentation de la probabilité de crack. Donc, vous voyez par exemple que les taux ont baissé depuis un an. Alors, c'est un facteur qui va s'estomper, mais ça caractérise quand même un environnement certes ancien, mais qui est encore une économie qui est encore en train en convalescence, si vous voulez. Et vous voyez un certain nombre d'indicateurs de bulles, c'est-à-dire d'exubérance des marchés. Et ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas programmé des règles à l'avance dans notre modèle. Lui-même définit ces règles, mais pour lui, ces indicateurs d'exubérance sont sujets à caution. Par exemple, sur le MSCI Emerging, vous avez 61% de performance sur un an glissant. Vous avez les break-even, donc les anticipations d'inflation qui ont augmenté de 123 points de base sur un an glissant. Vous avez également le ratio de Sharpe des métaux industriels et de l'énergie qui ont considérablement augmenté depuis un an et sur 6 mois glissants. Tous ces facteurs traduisent une exubérance du marché et donc c'est ce qui explique aujourd'hui que l'allocation est 65% et non pas 100%. De ce point de vue-là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, ce modèle reflète le mode de décision complexe dans les marchés, avec des non-linéarités entre les facteurs, des non-linéarités par rapport au processus de décision au sein des facteurs, et d'autre part, surtout des indicateurs qui sont contradictoires. Finalement, on a une balance entre des systèmes qui votent positifs, des indicateurs qui votent positifs et des indicateurs qui votent négatifs. Et en dehors de tout biais émotionnel, le système qu'on a conjointement développé va permettre d'arbitrer la balance entre les facteurs positifs et négatifs. En conclusion de notre propos, je dirais simplement que voilà, on vous a présenté une approche Béatrice, je pense que je vais te repasser la parole. Oui. Après celui. Je suis désolée, je crois que c'est moi qui ai coupé en voulant enlever la grande écran. Donc, j'espère que Jean-Jacques se reconnectera. Voilà. Ah voilà, très bien, désolée. Oui, donc je disais en conclusion, ce qu'on vous a présenté comme modèle, c'est non seulement la synthèse de 150 facteurs, la synthèse d'un filtrage des données, mais c'est surtout la capacité à expliquer notre modèle, surtout la lisibilité, la transparence que nous offrons aux investisseurs. Et en tant que professionnel des marchés, en tant qu'allocataire, c'est ça qui m'intéresse. C'est non seulement d'avoir un modèle qui a une bonne explicabilité et qui répond bien aux différents régimes de marché, mais aussi une capacité à comprendre ces décisions, une capacité à le défendre vis-à-vis de nos investisseurs. Parfait. Merci beaucoup. Béatrice, peut-être en conclusion, donc l'explicabilité, la transparence, la capacité à descendre dans la décision d'investissement et à prendre également cette décision sur des facteurs objectifs, donc du coup en sortant des biais subjectifs. Je t'en prie, à toi la conclusion. Merci Vincent. Je pense que Jean-Jacques a été très exhaustif sur l'utilisation du modèle pour un allocataire ou un gérant dans sa prise de décision. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, notre méthode est applicable donc sur des cas très différents, comme on l'a vu, que ce soit donc des investissements en pure max action, des investissements sur des sous-jacents multi
multi-assets ou sur des stratégies, on va dire, beaucoup plus spécifiques, parce que typiquement, avec la Société Générale, on regarde le timing d'investissement sur des stratégies de call. Donc, quelque chose qui est finalement, d'un point de vue sous-jacent, très différent, et finalement, la méthodologie est similaire. Donc voilà, merci. Merci à tous et merci à toi, Vincent, d'avoir organisé cet événement. Merci Jean-Jacques, merci Béatrice. Alors, il y a déjà des questions, je vais passer, parfait, on est pile dans le timing. Je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Dayan qui va nous présenter Sismo, qui est aussi une façon de mettre en lumière des equity, des actions et participer à la décision d'investissement pour des gérants fondamentaux. Emmanuel, à toi la parole. Et on reviendra aux questions. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend parfaitement. Je suis Emmanuel Dayan, je suis fondateur de Sismo. Sismo est une fintech qui est avec le pôle depuis plusieurs années. C'est une société qui développe une plateforme d'analyse et de visualisation pour les gérants actions, donc qui interviennent sur les marchés actions et qui trouvent dans Sismo un outil qui est déjà alimenté avec des données actions à travers un partenariat avec Standard & Poor's et qui leur offre en fait un outil prêt à l'emploi pour entrer dans l'activité essentielle des gérants qui essaient de l'analyse et de la sélection de valeur. Donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner, d'assister les gérants actions dans cette activité de sélection de valeur et d'analyse financière, une ambition qui est très forte, mais sur laquelle on travaille depuis plusieurs années. On a aujourd'hui des bons résultats. Juste quelques éléments peut-être sur le background, et puis ensuite je partagerai quelques slides. Le point de départ de Sismo, c'est le constat qu'on a réalisé il y a quelques années dans une structure assez différente sur le besoin de contextualiser l'information financière. J'avais repris, il y a plus de 10 ans, un cabinet d'analyse financière qui développait, entre autres, des indicateurs de marché, donc des mesures de rentabilité attendue sur les marchés actions, valeur par valeur, des primes de risque. Et au-delà des sujets méthodologiques qui, bien sûr, le sujet de comment on calcule ce type d'indicateur, comment on fait pour avoir des indicateurs pertinents, ce qui est apparu assez vite, c'est qu'il était très important de pouvoir offrir des outils qui permettent de lire une masse d'informations importantes et de contextualiser cette information. Par exemple, le fait de lire une prime de risque sur un titre, bien sûr, c'est quelque chose qui est intéressant. Le lire sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers de titres, c'est évidemment encore mieux. La possibilité de croiser directement, visuellement, ce type d'indicateur avec des indicateurs de prix du type comme des multiples boursiers ou des mesures de risque, c'est également très, très précieux. Lire tout ça à une date, c'est bien, mais pouvoir le lire à n'importe quelle date, c'est mieux. Le lire entre deux dates, c'est encore mieux, comprendre les variations et pouvoir les appréhender visuellement. Tout ça, c'est encore mieux. Donc, développer ce type d'outils, en fait, c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps, qui nous a beaucoup intéressés, beaucoup passionnés. On s'est aperçu que ça retombait, en fait, dans un champ d'analyse qui était celui des visual analytics, qui était très développé dans d'autres secteurs que la finance, qui était développé dans le sujet de la sécurité des personnes aux États-Unis ou dans la médecine, mais qui avait été très très peu développé et implémenté en finance avec des outils qui sont des outils traditionnels aujourd'hui, qui sont encore très largement sur des architectures des années 80. Donc, ce besoin d'introduire des outils puissants, web, visuels, directement dynamiques, sur lesquels on pouvait introduire toutes sortes de curseurs et les faire réagir, et manipuler des masses d'informations très importantes, c'est vraiment ce qui est à l'origine du produit Sismo qui est aujourd'hui commercialisé. Donc le chemin qui a été parcouru, c'est un chemin qui va de l'analyse financière à la visualisation de données, et qui aujourd'hui est revenu depuis 2 ans maintenant vers des sujets beaucoup plus pratiques pour les gérants, donc de transposition en fait de toutes les analyses qui ont pu être développées dans le monde de la gestion quantitative pour apporter donc un véritable outil quantamental, donc à la fois donc quantitatif si on peut dire, mais tourné vers la gestion fondamentale pour apporter aux gérants fondamentaux une masse d'informations et la possibilité de traiter et de manipuler cette information de la meilleure façon possible.
De manière pratique, et là je vais prendre quelques slides pour vous en parler. Aujourd'hui, Sysmo est un outil qui propose donc des fonctionnalités de screening, du backtesting de stratégie, de l'analyse factorielle, la possibilité d'avoir l'empreinte digitale, en quelque sorte, des stratégies des gérants, la possibilité de rechercher des comparables factoriels, de pouvoir de titre à titre chercher des titres qui pourraient permettre un rééquilibrage du portefeuille en fonction des stratégies des gérants. Alors, quelques visuels pour un outil de visualisation, ce sera sans doute mieux. Je vais prendre cet écran-là. Voilà, donc j'espère que vous voyez mon écran. Le point distinctif donc, que j'indique ici, c'est la possibilité donc, de mettre à disposition des gérants traditionnels ces outils qui ont été développés en gestion quantitative, donc notamment de l'analyse factorielle, de l'analyse de rang, des analyses de similarité, dans une interface facile d'accès, avec des restitutions visuelles qui sont parlantes. Alors, quelques exemples peut-être de ces restitutions. Voilà, donc ce type de visualisation dans lequel on va pouvoir lire quelques centaines de valeurs avec des représentations de distribution où on va pouvoir avoir des métriques de rentabilité attendues, des métriques de risque suivant des gradients colorimétriques, des métriques de qualité, par exemple, suivant des métriques de filtres, suivant des représentations en filtres. C'est tout à fait le genre de visuel que l'on développe avec Sysmo. On a évidemment également des heatmaps qui permettent de rentrer dans des détails. Sysmo est une application qui est très clic gauche, clic droit. Donc, dès que le gérant est sur une valeur, il a accès à des menus contextuels qui lui permettent de plonger dans les historiques sur n'importe quel indicateur, donc d'avoir accès à une masse d'informations qui est considérable. Il peut évidemment rechercher des peers sectoriels et factoriels. Il peut faire toutes sortes d'analyses donc directement accessibles titre à titre. Et puis, il peut également regarder donc des expositions factorielles de valeurs. Ici, on compare sur un screening de ce type des valeurs comme Google et Amazon, mais on peut lire exactement sur ce type de visuel, bien sûr, des expositions de portefeuille. On peut avoir des expositions dynamiques de portefeuille, donc voir quelle a été l'évolution des portefeuilles sur différents facteurs. Et le gérant a également la possibilité de Sysmo de créer ses propres facteurs par combinaison linéaire d'indicateurs et de suivre sur chacun de ces facteurs l'évolution titre à titre des valeurs ou bien des portefeuilles. Donc ça, c'est le type de restitution que l'on offre. Le chemin d'analyse, un exemple de chemin d'analyse quand on est un gérant action, c'est bien sûr de remonter ses portefeuilles dans Sysmo, ce qui se passe de manière très simple, aussi simple que dans les outils de Bloomberg, de créer des univers d'action dynamiques pour que le gérant se retrouve sur son terrain de jeu avec ces univers actions, de constituer des librairies d'analyse avec ses propres critères. Donc le sujet pour Sysmo, c'est vraiment de sortir autant que possible les gérants actions des modèles Excel et de leur offrir une interface dans laquelle ils vont pouvoir constituer toutes sortes de librairies d'analyse, y revenir, avoir des chemins en fait de construction itérative dans lesquels ils vont pouvoir partager leurs analyses avec d'autres utilisateurs et s'y référer régulièrement, donc sans avoir à reconstruire tout systématiquement. La possibilité, bien sûr, d'accéder au portefeuille avec la lecture directe des expositions factorielles, la possibilité de mesurer donc la contribution, le positionnement de chaque valeur aux expositions du portefeuille, la capacité de faire ressortir donc la position relative des valeurs sur toutes les mesures pertinentes pour les différentes stratégies, et bien sûr la possibilité d'utiliser les moteurs de recherche factoriels et sectoriels pour développer des propositions d'investissement sur des valeurs alternatives qui seraient davantage en lien avec les critères d'investissement du gérant, tout en respectant ces différentes contraintes. Voilà. Et puis c'est un outil qui est extrêmement itératif et sur lequel on peut donc jongler d'une visualisation à une autre, jongler d'une date à une autre, jongler entre deux dates. Donc on a de nombreuses possibilités pour lire l'information d'une manière qui est extrêmement itérative. Alors voilà ce que je voulais vous présenter en quelques mots. On a aujourd'hui donc un certain nombre de clients qui ont aujourd'hui Sysmo
dans leurs équipes. Ça fait quelques mois qu'on est commercialisé, un petit peu moins d'un an. Donc aujourd'hui, ce sont des sociétés de gestion françaises reconnues qui sont des utilisateurs déjà pour certains d'entre eux très avancés de notre outil. Et bien sûr, notre ambition d'élargir cette base de clients et de rajouter un ensemble de fonctionnalités qui vont pouvoir permettre aux gérants de rentrer vraiment dans le travail d'allocation de manière très précise. Voilà, donc en quelques mots, peut-être en conclusion, Sysmo, donc c'est un outil de visualisation né d'une réflexion sur l'analyse financière qui aujourd'hui va au-delà, bien sûr, de la pure visualisation. C'est vraiment un outil d'aide à la décision qui permet aux gérants donc d'explorer les univers de suivi, de visualiser de manière intuitive l'ensemble des données financières et boursières et bientôt très vite donc des données non financières, notamment des données ESG, la possibilité de construire des univers dynamiques, de rechercher des valeurs à travers du screening, de suivre des portefeuilles dans des univers d'investissement pertinents. Il faut voir cet outil comme un outil qu'on appelle What If. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de tester très vite des idées, des scénarios d'investissement. C'est quelque chose qui est très flexible, qui est très fluide, donc qui donne aux gérants une grande facilité d'utilisation. Et puis, la possibilité, bien sûr, donc d'accéder à des expositions factorielles, à des styles de gestion à la fois attachés au portefeuille ou à des valeurs particulières et de faire évoluer des analyses et des portefeuilles, et puis de lancer des analyses donc très facilement, des backtests en quelques secondes, et de constituer de cette façon-là, à travers une utilisation itérative, des bibliothèques d'analyse, de screening, de backtest et d'alerte, donc sur lesquelles le gérant va pouvoir travailler et s'appuyer. Voilà, en gros, ce que ça permet de faire. Et c'est un projet qui est donc très ambitieux, porté par une équipe qui est très motivée. Et on cherche bien entendu à étendre très vite l'utilisation de cet outil à travers tous les gestions actions fondamentales intéressées par la maîtrise d'outils qui leur donnent des puissances d'analyse similaires à celles qu'on trouve aujourd'hui dans les gestions quantitatives. Parfait. Merci Emmanuel. Donc, un outil donc pour tester, valider des hypothèses sur des univers actions. Technologie IA et DataVis au service des gérants du stock picking flexible et donc s'appuyant sur des data S&P. Merci beaucoup Emmanuel. Je vais maintenant passer la parole. Alors on a des questions qui sont dans le chat. Du coup, je propose aux personnes qui ont des questions de les rebasculer dans les questions pour qu'on puisse y revenir. Et puis les questions, je dirais, appropriées. Donc je vais maintenant passer la parole à Kiss et à Louis pour que vous nous présentiez comment Thread s'intègre et comment vous avez collaboré pour élaborer Thread, solution donc qui est actuellement encore en co-construction avec plus d'une dizaine de sociétés de gestion qui participent. Kiss, je t'en prie, à toi la parole. Bonjour à tous, merci. Est-ce que vous voyez l'écran ? Ouais. Vous voyez le partage d'écran ? Parfait. Donc, Thread est l'espace du travail du gérant augmenté. On est parti du constat que parmi les problèmes du gérant, il était difficile de documenter et faire sens d'une thèse d'investissement de manière collaborative dans un contexte où les marchés financiers devenaient de plus en plus complexes. Et en tant que gérant, un des enjeux est d'avoir à jongler entre différents outils de productivité, une donnée qui n'est pas toujours logée au même endroit, qui a besoin d'être retraitée. Et donc, notre idée a été de combiner au même endroit un espace de discussion, un espace d'interaction sur des thèses d'investissement et un espace de construction de dossiers d'investissement poussés. Et avant de passer dans la démo du produit, je vais peut-être donner la parole à Louis Montalembert, qui est au sein de Pléiade AM, utilisateur de la solution, et qui pourra vous expliquer comment est-ce qu'il s'en sert pour résoudre ces problèmes de gestion. Oui, bonjour. Donc Pléiade AM est une société de gestion qui fait du stock picking.
Moi-même, je viens du private equity avant de fonder cette société, donc quelque chose qui est très artisanal. Et finalement, avec qui on s'est assis et on s'est dit, il y a des vraies obsolescences dans la manière de travailler des stock pickers, où on travaille avec des outils qui sont disjoints et très lourds à manier, presque de manière anachronique, avec Excel et Word, avec des API pour faire remonter des données qui ne sont pas toujours propres, et jongler entre différents outils qui rend la collaboration extrêmement complexe et la productivité extrêmement basse pour les analystes. Et on sait tous aujourd'hui que avec la pression sur les prix qui vient de la gestion passive, on a besoin d'être plus efficace dans notre manière de travailler. Donc le premier sujet, c'est la collaboration qui a été particulièrement prégnant pendant cette période de Covid, mais qui rend le travail beaucoup plus fluide d'une équipe de gestion. Le deuxième problème qu'on a identifié, c'est que finalement, on paye tous des providers de données, que ce soit des brokers, du Bloomberg ou bien du CIQ. On paye plein pot pour utiliser peut-être que 1 à 5% des données ou des fonctionnalités. Enfin, moi, tous les matins, je reçois au moins 100 emails, si ce n'est plus, de brokers, et je ne lis qu'une toute petite portion, et l'équipe, chacun dans son côté, lit aussi une petite portion, peut-être même la même petite portion, ce qui fait doublon et ce qui n'est pas très intéressant. Donc, il y a un vrai problème de comment est-ce qu'on exploite de la donnée, sachant qu'on est dans un mécanisme de data overflow, pour utiliser un anglicisme, c'est-à-dire que finalement, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, il fallait chercher l'information avec ses ongles, et aujourd'hui, on a au contraire une grande quantité de données qui nous tombent dessus et une capacité de l'exploiter qui est minimale. Le troisième sujet qui est fondamental et qui est presque, à mon sens, le plus important, c'est l'obsolescence de la connaissance. C'est-à-dire que finalement, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on va avoir un analyste qui va travailler un dossier, il va y passer du temps, on va se réunir en comité d'investissement, décider pour une raison X ou Y qu'on ne fait pas l'investissement à l'instant T. Ce dossier part dans une watchlist qui disparaît dans le serveur et qui finalement perd très vite de la valeur parce qu'elle dépend finalement du porteur de dossier qui puisse dire « Ah ben non, là il y a un catalyseur, je remets le dossier au devant de la scène ». Donc ça, cette obsolescence fait que finalement on a une équipe d'analystes qui est plus de la consommation que de l'investissement. Or, nous on crée de la valeur si on arrive à ranger de la donnée et de l'information et des analyses et les conserver vivantes. Donc là, ça devient de l'investissement et plus de la consommation. Donc ce sont les principaux problèmes. Alors, il y en a plein d'autres dans l'étude d'un dossier. Quand on reçoit des PDF, faire des recherches, des contrôles F pour pouvoir trouver l'information qui nous intéresse est extrêmement lourd. Donc, avec qui on s'est dit comment construire un outil qui permettent véritablement de donner de la largeur, c'est-à-dire pouvoir connecter les entreprises les unes aux autres. On parle toujours du tissu économique, donc avoir des signaux latéraux, rendre l'étude plus fluide et plus vivante et investir plutôt que consommer. Merci Louis. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Concrètement, l'objectif de Thread, c'est de réduire par 2 le temps que des analystes gérants passent à la rédaction de leur thèse d'investissement, depuis le sourcing d'une idée d'investissement jusqu'à son exécution. Et elle se fait dans le temps avec des mises à jour de dossiers passés, tout autant que le débat présent dans des réunions de gestion. Pour ce faire, on a un moteur de recherche qui a été construit directement dans une web app, qui est accessible depuis n'importe quel PC, tablette, téléphone, et qui est collaboratif. C'est-à-dire que l'espace de travail que vous voyez ici est l'espace de travail d'une société de gestion qui peut abriter les différents utilisateurs que sont des gérants, des analystes, mais aussi des vendeurs qui voudraient mettre en valeur les thèses d'investissement de ces gérants, ou même la compliance qui veut comprendre comment a été faite une décision d'investissement. Donc, c'est l'espace du travail de la gestion et elle est constituée de pages et de fiches d'entreprise dans laquelle on trouve toute l'information nécessaire pour qu'un gérant puisse prendre sa thèse d'investissement. Toute la donnée que vous voyez ici, on parle de company overview, d'un détail de la thèse d'investissement, d'un tableau de comparable et d'un tableau des états financiers. Toutes ces données que vous voyez ici, elles sont sourcées par API via un contrat que nous avons de redistribution avec S&P Market Intelligence. Donc, c'est une donnée de très haute qualité sur 30 000 entreprises cotées dans le monde.
vous avez l'ensemble des entreprises cotées dans le monde et on vous rajoute quelques entreprises non cotées qui publient leurs chiffres. Et la première particularité de la manière dont on présente l'information, c'est qu'on a classifié les entreprises et sous la forme de business model. Vous savez bien que dans les classifications traditionnelles, on parle de consumer discretionary ou d'automobile pour Tesla, mais Tesla et Ferrari et Ford sont 3 business models qui sont très différents. Si je vais sur Tesla, par exemple, vous allez voir que en lisant sa business description, on a plutôt l'impression que c'est un dossier qui est véhicule électrique ou clean transportation technology. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On a entraîné des algorithmes en IA, des algorithmes de NLP pour dériver à partir des business descriptions et de la manière dont les entreprises parlaient de leur métier, des nouvelles classifications qui permettent de classifier des entreprises avec de véritables comparables. Ça, c'est un problème qu'on a de manière récurrente dans la gestion, c'est souvent de trouver des bons comparables pour trouver ces multiples de valorisation. Nous, on se sert des comparables qu'on a dérivés à un niveau granulaire. On a plus de 400 sous-secteurs différents qui ont des comportements opérationnels similaires et qui nous permettent de comparer Tesla à des entreprises qui sont dans le véhicule électrique ou dans la technologie à hydrogène, plutôt que, par exemple, dans l'automobile. Si on va regarder Ferrari, c'est une entreprise qui se comporte comme une boîte du luxe parce qu'elle a des marges d'EBITDA considérablement élevées et qu'elle vend des voitures de luxe. Et donc, par conséquent, elle a beaucoup plus en commun avec un Richemont, un Hermès, un Moncler ou un Aston Martin qu'un Tesla ou qu'un Ford. Et évidemment, en tant que gérant, on ne peut pas s'attendre à que Ferrari, Tesla ou Ford se comportent de la même manière en bourse. Ça, c'est le premier sujet. Ça nous permet d'avoir des comparables qui sont plus pertinents et qui, à travers un système de visualisation simple et customisable, nous permettent de visualiser en un instant quels sont les dossiers qui sont les moins chers selon une bibliothèque de ratios financiers qui sont pertinents pour le gérant. Si je reviens sur De Richebourg, c'est un business model qui est assez particulier puisqu'il n'a pas beaucoup de comparables cotés en bourse. On est sur du scrap metal recycling qui est entre la minière de fer et du waste management. Et finalement, ce que va aller faire notre système de classification, c'est qu'il va aller regarder tous les autres business models en commun que De Richebourg possède avec d'autres dossiers de la cote, s'il n'arrive plus à trouver des comparables dans le scrap metal recycling. Et par combinaison, il va réussir à en déduire que finalement, dans la manière de faire du business, du Vicat ou du Breedon, qui sont des sociétés qui font du ciment, ont plus en commun avec De Richebourg compte tenu de leur niveau de marge, leur capitalisation boursière, leur niveau de valorisation, que d'autres secteurs. Ce qui permet d'explorer des nouveaux business models ou des adjacents, des secteurs comparables à partir d'un dossier d'investissement. Bien sûr, le gérant peut customiser son tableau et ainsi avoir la liste des multiples qui l'intéressent s'il considère que pour une raison ou une autre, De Richebourg est concurrent de business models plus traditionnels. Ces ratios que vous voyez ici, ils sont directement liés à la table des états financiers de l'entreprise. Ça fonctionne un peu comme un Excel, l'Excel qu'on utilise tous pour faire des projections et des modélisations financières, à la différence que l'on peut créer des scénarios comme modélisation d'acquisition. Les données ici sont facilement retraitables au niveau de l'entreprise et influencent directement les états financiers de la boîte et ses ratios. On voit ici les effets du retraitement de l'équipe de gestion par rapport à son univers d'investissement, puisque la croissance de Richebourg ici, en modélisant une acquisition, a augmenté. Et on peut documenter ces retraitements comptables de manière extrêmement détaillée sous la forme de notes, qui contiennent un titre, un positif ou négatif, un système de commentaires et une série de bullet points très détaillés. On peut y rajouter des liens hypertextes, des fichiers Excel, des images, voire même des fichiers entiers, un peu à la manière d'un Dropbox. Là, j'y ai rajouté le rapport annuel de Richebourg. Ce qui permet à un niveau granulaire de documenter sa thèse d'investissement et de comprendre pourquoi est-ce qu'on décide de faire tel ou tel investissement. L'ensemble de ces notes-là, elles sont résumées dans un investment case sous la forme de positif ou de négatif, ce qui permet à la gestion d'avoir à tout moment la dernière version à jour de la connaissance qu'elle a sur l'entreprise. Et pour des nouvelles recrues, par exemple, qui ne sont pas familiers avec les méthodes de valorisation ou d'analyse de la société de gestion,
Un gérant peut même créer une liste de sujets à partir de notre bibliothèque qui lui permet de faire une checklist sur laquelle peuvent investiguer des nouveaux analystes et lui permettre de remplir les différents éléments dont l'analyste a besoin pour creuser un cas d'investissement, ce qui permet un onboarding extrêmement facile et permet une collaboration des équipes de gestion, puisqu'elles permettent maintenant de travailler en simultané sur un même cas d'investissement, ce qui n'était pas possible avant dans un Excel, puisqu'on devait travailler de manière séquentielle. Ça, c'est crucial lorsqu'il y a des controverses, lorsqu'il y a des fortes volatilités sur les marchés financiers, où du jour au lendemain, une entreprise peut prendre 20% ou perdre 20%, et qu'il faut réagir rapidement pour savoir s'il faut renforcer, sortir ou tenir la position. En général, on n'a pas le luxe de pouvoir se partager un Excel et de travailler à 4 en séquentiel. Ça nous prendrait trop longtemps. Et bien là, on peut tous travailler en même temps pour créer plus facilement des notes. Louis parlait d'obsolescence de la connaissance. Chacune des notes peut donner lieu à une discussion, comme dans nos réunions de gestion, puisqu'il y a des commentaires qui peuvent être déposés par n'importe quel membre de l'équipe et qui sont directement notifiés si jamais on demande leur input, leur connaissance. Et pour lutter contre l'obsolescence de ce savoir, on crée aussi des systèmes de notification par rapport à une watchlist qui vient vous alerter quand l'entreprise a publié ses résultats, afin de vous inciter à dire « Attention, de Richebourg a publié ses résultats, vérifie que ta thèse d'investissement est tout le temps valable ». La dernière chose, le dernier outil qu'on a mis à disposition dans notre interface, c'est un lecteur de PDF qui va permettre d'extraire l'information clé. Ici, j'ai pris le rapport annuel de Richebourg de 2020, enfin le rapport annuel 2019-2020, et je vais aller scanner à partir d'une bibliothèque que l'on a construite de sujets financiers et extra-financiers, l'ensemble des thématiques clés qui, pour un investisseur, vont intéresser de Richebourg. Donc, il y a une bibliothèque de plus de 120 mots-clés qui vont chacun aller chercher l'information dans le PDF et classifier paragraphe par paragraphe quels sont les éléments qui parlent de community relations, quels éléments parlent de climate change risk. L'exemple ici, quand on ne connaît pas de Richebourg et qui saute aux yeux, c'est que shareholder structure est mentionné 160 fois. Il y a 160 paragraphes qui parlent de la structure de capital de cette société. Eh bien, on peut facilement explorer ce qu'il se passe en matière dans le document et ainsi investiguer, par exemple, la structure de capital de l'entreprise directement là où elle est mentionnée. On va naviguer directement dans le document et ainsi voir les vrais sujets de la thématique d'investissement qui nous intéresse. Je vais vous montrer un exemple avec de Richebourg. Je suis allé cliquer sur le 5e résultat après avoir investigué les 4 premiers et on voit tout de suite une structure de capital qui est complexe. C'est un groupe qui est familial, qui est tenu par un actionnaire de référence en majorité. Ça peut être positif ou négatif pour un asset manager comme Pléiade. Je veux exporter facilement ces documents directement dans une note qui va aller parler de la complexité de cette structure capitalistique. Eh bien, c'est facile. Je vais exporter ces résultats directement depuis le PDF dans une note. Je vais aller nommer cette note Complex Corporate Structure. Et je peux la classifier en positif ou négatif en fonction des convictions du gérant. Cela va alimenter ma thèse d'investissement et j'ai directement le document source qui est mis en référence dans ma note, ce qui permet d'aller débattre ce sujet-là avec l'équipe de gestion. Vous voyez qu'ici, on a une nouvelle note qui a été créée sur une information qui n'est pas forcément facile à trouver, où avant il fallait faire des contrôles F et qui aujourd'hui vient alimenter ma thèse d'investissement et permet d'être débattue, permet d'être finalement assigné comme positif ou négatif pour influencer ma décision d'achat. Louis, je peux peut-être te laisser conclure. Oui, en fait, nous, aujourd'hui, on utilise intégralement cette solution pour pouvoir travailler nos dossiers. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont venir à l'avenir, qui vont encore faciliter notre travail, notamment avoir une fonctionnalité watchlist qui permette de classer toutes sortes d'entreprises en fonction des critères que le gérant veut mettre en avant. Il y a une chose qui est très importante et qui est un peu en filigrane, c'est que les données sont propres. En fait, avec les IFRS 16, les normes comptables, c'est extrêmement complexe aujourd'hui
d'avoir des données propres. Et quand on va sur Bloomberg et qu'on utilise leurs outils, aucun chiffre ne sont retraités. Ici, on a des retraitements automatiques qui fait qu'on a d'une part tout de suite les bons comparables, d'autre part les bons chiffres qui permettent de rendre fiables les données qu'on nous passe. Et puis enfin, je pense qu'il y a un sujet pour nous, au-delà de la productivité, c'est le sujet évidemment de la performance. Alors la productivité permet de travailler plus de dossiers, donc d'être probablement plus performant. Mais il y a finalement l'examen d'une entreprise dans son écosystème, là où un gérant actif, un stock picker, va étudier le plus possible en profondeur. Et on s'aperçoit que étudier en profondeur un dossier coûte de plus en plus cher pour aller ajouter 1% ou 2% de connaissances incrémentales. Finalement, le coût marginal est de plus en plus important. Et ce que nous propose Thread, c'est d'avoir une vision en largeur. À partir du moment où on a les clusters, qui décrivait comme des entreprises qui ont un comportement opérationnel comparable, on va pouvoir, dans les fonctionnalités qui viennent, se promener à l'intérieur des clusters, aller dans les clusters adjacents et finalement décomposer une chaîne de valeur, créer des alertes sur cette chaîne de valeur qui peut être des entreprises qui sont en amont, qui sont en aval et qui sont latérales. Aujourd'hui, un gérant, de manière un gérant manuel ou traditionnel, ne peut absolument pas traiter ces données multiples. Avec Thread, il va pouvoir avoir des alertes sur ces données, pouvoir taguer des entreprises qui correspondent à des comparables ou à des entreprises qui sont en amont. Si vous êtes investisseur dans Technicolor, le prix des puces mémoire est important. Et quand Samsung annonce ses résultats et parle du prix des puces mémoire, vous n'allez pas forcément voir cette information. Or, avec les fonctionnalités qui viennent, on aura des alertes sur les entreprises qu'on considère comme étant dans l'écosystème de l'entreprise qui nous intéresse. Donc, c'est vraiment un outil, en plus de la productivité, c'est un outil de performance, puisqu'il nous permet de regarder de manière beaucoup plus large une entreprise, en plus d'être plus efficient sur la profondeur. Donc, on est premiers utilisateurs, on espère recruter d'autres sociétés de gestion pour suggérer et faire de cet outil l'outil du gérant augmenté. Parfait. Voilà. Merci Louis, merci. Donc du coup, de nouveaux axes d'analyse, de comparaison, de corrélation, en plus de la capacité à suivre tout au long de, je dirais, de la vie de l'allocation et du portefeuille, les tests d'investissement sur différentes valeurs. Qui sur l'aspect sur l'aspect retraitement, analyse de documentaire, peut-être que mettre un tout petit peu plus l'accent sur, je dirais, la complexité qu'il y a à parvenir à ce que vous faites, qui est d'extraire de l'information intelligente et cohérente. C'est un vrai plus, et c'est ce qui permet d'avoir une information riche, facilement accessible et exploitable dans l'ensemble des documents qui participent je dirais, à la validation du choix fait par le gérant. Merci à vous. Donc, on a vu trois solutions très, je dirais, distinctes, toutes riches de fonctionnalités qui participent, je dirais, qui sont au service des gérants, au service de la gestion, au service également de la transparence et, je dirais, de l'explicabilité et de la justification des choix d'investissement. On est parfaitement dans les temps par rapport à l'horaire de notre webinar. Alors, il y a différentes questions. Je pense que la dernière question donc s'adresse plus spécifiquement à qui sur les données financières extraites et traitées. Donc est-ce que c'est le protocole XBRL qui est utilisé? Qui, je te laisse répondre sur l'extraction de données. Alors, la question est sur l'extraction de données ou le retraitement des données financières? Les données financières sont extraites et traitées selon le protocole XBRL. Alors, je ne suis pas familier avec ce protocole. La manière dont on retraite les données, c'est que il y a des normes comptables comme IFRS 16, mais il y en a eu de nombreuses avant, qui n'homogénéisent pas le travail de reporting historique et de reporting
fait par les brokers en estimate. Et notre travail, c'est de faire la réconciliation entre la manière dont travaillent les brokers et la manière dont reporte l'entreprise en estimate. Et donc, pour ça, il y a des agrégats comptables c'est vraiment un travail pur de comptabilité, c'est analytique, qui sont pris en compte pour effectuer une centaine de retraitements comptables. Un des retraitements dont Louis a parlé, qui pose énormément de problèmes lorsqu'on travaille sur Bloomberg, c'est l'IFRS 16 et les leases. C'est-à-dire que quand une entreprise a des leases, elle va avoir une EBITDA qui est gonflée artificiellement par un montant. Et ce n'est pas du tout le montant que des brokers vont aller prédire. Donc notre travail est d'harmoniser sur toute la vie de l'entreprise, son passé comme son futur, ces chiffres-là. Donc c'est purement analytique, on va dire, c'est de l'expertise métier qui est validée par des brokers comme Goldman Sachs, Morgan Stanley ou encore MSCI. Très bien. Donc merci. Je pense que ça répond à la question posée dans le chat. Donc on a d'autres questions, mais alors je suis pas certain de savoir exactement à qui elles s'adressent. Vous pouvez les visualiser sur la droite de votre écran dans l'interface de chat. On avait une question sur la data literacy, le langage naturel à l'aide de l'IA. Je crois que ça s'adressait donc à toi, Béatrice, sur AI4Alpha, vu l'heure à laquelle était posée la question. Mais vous êtes plutôt sur de la donnée, donc le langage naturel finalement fondamentalement. Mais je te laisse répondre. Complètement. Et quand j'ai vu la question, par rapport à l'heure, je me suis dit ça devait être moi, mais par rapport à la NLP, je comprenais pas. Donc c'est Félix en fait, je crois, qui avait posé ce point sur les données. En fait, aujourd'hui, on ne fait pas du tout de NLP. On utilise des datas structurées. Comme on l'avait montré sur le slide, sur le projet par exemple, quand on analyse des actions, il y avait plus de 150 features, des données, donc toutes les données de prix, les données macro, les données d'analyse technique, mais toutes ces données sont structurées et aujourd'hui il n'y a pas de données qui viennent d'analyse de langage. Ça répond à la question. Je ne sais pas si peut-être Jean-Jacques veut compléter. Non, d'accord, je te voyais avancer. Ok. Effectivement, tu confirmes. Enfin, je te confirme plutôt. Parfait. Alors, on a donc par rapport, je reprends sur les fils de questions. On avait une question donc d'Éric Gallaiec de Valcante. Lors de la question finalement fondamentale, à laquelle je dirais vous, clients, Louis et Jean-Jacques pourraient répondre, enfin, je vous laisse répondre. C'est l'ordre de grandeur de coût pour le client final pour vos différentes solutions, si vous pouvez bien évidemment répondre à cette question. Je vais reprendre par l'ordre des présentations. Béatrice, ou tu laisserais Jean-Jacques répondre, je ne sais pas, je vous laisse gérer. À vous la parole. Oui, merci Vincent. Peut-être si Jean-Jacques voudra compléter avec plaisir. Nous, aujourd'hui, notre business model est que l'on est sur un partage de bénéfices, donc un partage de valeur ajoutée, et on n'est donc pas un centre de coût. Donc avec le projet OMA Capital, donc on est financial advisor, donc on a un partage de la rentabilité de la solution. De la même façon, c'est le même business model que l'on fait avec nos partenaires type Société Générale. Après, lorsqu'on fournit plutôt un service de signaux sans une implémentation complètement directe, mais plus un conseil, typiquement ce qu'utilise aujourd'hui donc Meilleur Placement, on est plus sur un frais de licence annuel, donc classique, résiliable à tout moment, etc. Donc voilà pour nous. Je sais pas si voilà. Ça répond tout à fait aux différentes, je dirais aux différents aspects de votre offre. Emmanuel, par rapport à la mise, Sysmo, je rappelle, tu es distributeur, tu t'appuies sur des abonnements S&P et de la mise à disposition qui permet du coup à des gérants qui n'ont pas forcément tout cet univers de données de disposer d'un outil de DataVis. Aujourd'hui, donc Sysmo est commercialisé sous la forme de licence annuelle par utilisateur, donc non pas forcément par gérant, mais ce sont des sujets d'accès simultané. Donc les licences Sysmo annuelles sont d'un coût inférieur à 10 000 € par an, avec les données comprises. Ce sont des tarifs qui sont jugés attractifs, évidemment, au regard de la palette de fonctionnalités que l'on propose. Parfait. Donc merci Emmanuel.
Et donc, Kiss, vous êtes dans une phase de lancement co-construction. Est-ce que vous pouvez répondre sur Oui, oui, le oui, principe? oui, tout à fait. On est entre 8 000 et 15 000 euros hors taxe par utilisateur et par an sur le modèle similaire à Sismo, si ce n'est que la fourchette de prix dépend beaucoup des modules qui sont mis à disposition, puisqu'on a plusieurs modules. On a un module de lecture de PDF en NLP, on a de la customisation possible de bibliothèques de ratio, et on a surtout la taille des équipes qui rentre en compte et qui fait que la facture finale est quand même assez dégressive. Mais sur un prix unitaire pour une seule licence, il faut compter dans cet ordre de prix. Parfait. Merci à vous. On est pile dans les temps. Je ne sais pas si, donc je crois que ça vous, écoutez, vous avez parfaitement répondu à la question d'Éric. On arrive à l'issue donc de l'heure de webinaire qu'on avait, qui était prévue. Est-ce que auriez-vous des derniers points ou des derniers témoignages à partager de façon globale sur comment va se poursuivre, notamment, je pense notamment à vous, Louis et Jean-Jacques, sur la continuité de vos relations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous envisagez la suite en termes de collaboration avec des fintechs et de poursuite de ce type de collaboration pour conclure? Alors, déjà, en ce qui concerne les solutions d'investissement, Oma Capital est très satisfait de sa collaboration avec AI for Alpha. Ce que je voulais dire, c'est que cette collaboration, elle a un sens parce qu'elle associe une expertise scientifique avec une expérience métier que nous avons. Et comme l'a dit Béatrice, nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'associer AI for Alpha au succès du projet dans la durée pour créer des solutions innovantes et les proposer à nos clients, soit dans nos fonds déjà existants, mais aussi dans d'autres produits que nous allons créer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va créer un indice avec BNP Paribas sur la base de ce processus. Et d'autre part, on va créer aussi un fonds commun de placement. Et donc, cette collaboration nous a permis non seulement d'être innovants, mais aussi de créer des nouveaux produits et de le proposer à notre base d'investisseurs et même au-delà. Nous, en ce qui nous concerne de manière plus large, je pense que les sociétés de gestion active ne pourront pas faire l'économie de la technologie à l'avenir. Ça doit être le poste de coût, un des postes de coût principal. Il faut cantonner l'homme à ce qu'il fait mieux que la machine et utiliser la machine au maximum sur tout ce qu'elle sait faire. Alors nous, évidemment, notre collaboration avec Thread est clé. On en est actionnaire, donc elle est centrale. Mais j'écoutais les présentations de AI for Alpha et de Sismo avec gourmandise en me disant où faut-il que nous allions investiguer d'autres champs technologiques qui sont essentiels pour nos performances futures. Voilà. Très bien. Merci, messieurs, pour vos témoignages. Donc, effectivement, ça va dans le sens d'une plus grande collaboration entre les acteurs du métier et des solutions innovantes. Je crois que c'était la meilleure façon de conclure, vos témoignages étaient la meilleure façon de conclure cette heure qu'on a passée ensemble. Mais écoutez, je vous remercie, je tiens vraiment à vous remercier pour la pertinence de vos retours et de vos témoignages. On arrive je crois on a couvert les différentes questions et les différents points qui avaient été soulevés. Pour notre audience, est-ce que une partie de vos supports pourront être partagés par la suite? Voilà, donc Tout à fait, oui, bien sûr. ça pourrait être le cas. Et vous pourrez donc retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube du pôle Finance Innovation dès qu'on aura procédé aux manipulations techniques qui le permettent. Écoutez, merci à vous et j'espère à très bientôt. Et merci aux personnes qui nous ont suivis et qui ont interagi avec nous. Et merci à toi, Vincent, d'avoir organisé cet événement. Et merci à Finance Innovation et à l'équipe d'organiser toute la partie
technologique derrière. Techno derrière. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci à tous.